Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. Je vois les participants et les intervenants qui se connectent au fur et à mesure. C'est bon, tout le monde est là. Bonjour Lorraine, bonjour Fabienne, bonjour Florence. Bienvenue à Bonjour. vous. Bonjour On Aurélien. est ravis de vous retrouver pour ce webinaire organisé par CoachHub dédié à la réussite des programmes de leadership féminin. Bonjour. Alors, on est Bonjour. exactement pile à l'heure, donc on va laisser encore juste peut-être quelques secondes, histoire de vraiment laisser, je vois le nombre de participants qui augmente, donc voilà, il est 11 heures pile. Merci beaucoup en tout cas à ceux qui sont là maintenant, dès maintenant, merci pour votre ponctualité et pour votre présence, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Tiens, juste avant de commencer, le temps de laisser à tout le monde, pour le temps que tout le monde arrive, je vais vous dire un petit point technique, même si, bon, je pense qu'en 2023, on commence à être assez habitué aux webinaires et aux outils digitaux. Si vous n'arrivez pas à vous connecter, s'il y a un problème de son, si quelque chose ne fonctionne pas comme prévu, d'expérience, je sais que actualiser la page, ça règle 99,9% des problèmes. Si vous n'êtes pas sur Chrome, je vous invite à passer sur Chrome. Si vraiment le problème persiste, euh, voilà. Donc du coup, en plus de ça, je vais vous faire aussi un petit point sur comment va se passer le webinar. Vous savez, un webinar, c'est toujours interactif. D'ailleurs, vous le voyez ici, il y a 3 intervenants qui vont prendre la parole. Ça va être un échange très interactif et on veut vous inviter à vous aussi prendre part à la discussion. Ceci est un espace de discussion et d'échange avant tout. Donc, vous avez quelques onglets sur la droite de votre écran, donc l'onglet de chat sur votre droite. Donc ici, vous pouvez réagir en direct, vous pouvez commenter. Ici, vous êtes là pour vraiment dire même, par exemple, ne serait-ce que dire bonjour ou dire absolument n'importe quoi. Vous pouvez vraiment, là voilà, je vois qu'il y a Lorraine, merci, qui a envoyé un premier message pour démarrer la discussion. Si vous avez des questions très spécifiques par rapport à ce qui est dit pendant ce webinaire, vous pouvez vous adresser directement aux intervenants pour éviter que les questions soient noyées par la discussion du chat. Vous avez un onglet discussion, un onglet questions, pardon, je vais y arriver. Je vous invite à les poser ici. Lorraine, qui donc va animer ce webinaire, y répondra au fur et à mesure. Et puis, nous réserverons aussi un petit moment en fin de session pour y répondre. Et l'onglet sondage servira, par définition, au sondage, car nous allons vous en soumettre quelques-uns pendant le webinaire afin d'en savoir plus sur vous, sur votre contexte RH et pour pouvoir vous apporter des réponses toujours plus personnalisées par rapport à ce que vous répondez. Et l'onglet documents, nous allons vous partager aussi pendant le webinaire des ressources utiles pour aller plus loin encore une fois la discussion terminée. Alors, il est 11h02, je crois que nous allons pouvoir démarrer parce que nous avons pas mal de sujets à aborder. Donc, Lorraine, je vais te laisser prendre le relais pour t'occuper des présentations et pour lancer le webinaire. Moi, de ma part, je vais rester en veille pour assister si besoin. Merci beaucoup. Merci Aurélien. Donc bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Lorraine Mayer, je suis coach professionnelle et je fais partie de l'équipe du Coaching Lab chez CoachHub, qui est l'équipe qui s'occupe d'une part de regarder ce que fait la recherche en termes de coaching pour ensuite l'impulser dans nos programmes et aussi beaucoup plus concrètement de réussir en amont des programmes à construire les parcours de coaching, les programmes les plus adaptés en fonction des enjeux de nos clients. Et j'ai eu la chance de travailler avec évidemment toute notre équipe CoachHub sur 2 beaux projets qu'on a construits ensemble avec Fabienne Lemoine de MBDA et Florence Lafonquincy de Sodial. Et donc, je vais vous laisser la parole à toutes les deux pour vous présenter, puisqu'on a la chance aujourd'hui que Fabienne et Florence viennent témoigner sur la mise en place de ces programmes. Alors, c'est parti. Fabienne, peut-être si vous pouvez nous partager voilà, en quelques grandes lignes, votre parcours et puis aujourd'hui la fonction que vous occupez chez MBDA. Très bien, merci Lorraine. Bonjour à tous. Donc Fabienne Lemoine, je suis Talent Manager pour la France depuis 2020 chez MBDA, qui est donc le leader européen aujourd'hui dans le secteur de la défense. J'ai commencé ma carrière dans le conseil aux entreprises, donc essentiellement sur de l'accompagnement du changement et sur des missions de recrutement et d'assessment. Et j'évolue depuis environ 10 ans dans des entreprises effectivement de la convention métallurgie, donc avec de forts effectifs masculins, donc d'où l'intérêt pour le leadership féminin. En tant que talent manager aujourd'hui, je gère les programmes de développement des talents, ce qui nous a amené à nous interroger, à chercher un partenaire qui est donc CoachHub pour mettre en place des programmes sur mesure, notamment sur du coaching digital en faveur donc du leadership féminin. Merci Fabienne et bienvenue du coup. Et Florence, je te passe la main pour les présentations.
Bonjour à tous, donc je suis Florence Lafont, je travaille chez Sodial. Sodial, c'est la première coopérative laitière française. Dans ce que vous connaissez chacun et chacune dans les marques qui viennent de chez nous, ça va être des marques comme Yoplait, Entremont, Candia. Voilà, donc on est une coopérative, ça veut dire qu'on a des producteurs qui sont nos fournisseurs et en même temps qui sont les propriétaires de la coopérative et où après on passe côté de l'appareil industriel pour pouvoir transformer tout ce lait dans les produits que nous retrouvons chacun dans notre consommation au quotidien. Dans mon parcours professionnel, moi, j'ai alterné régulièrement le côté RH opérationnel et le côté de développement RH. J'ai commencé dans un groupe de grande distribution de prêt-à-porter et j'ai rejoint Sodial il y a maintenant 5 ans et depuis 3 ans sur le développement RH avec différentes missions sur le développement de nos talents et sur la diversité, l'inclusion. Et naturellement, les deux se sont croisés autour de la thématique du leadership féminin et de proposer toujours plus de chemin de développement pour nos talents féminins, pour leur permettre de trouver leur place aussi dans cet environnement qui est encore très masculin et au sein du secteur agroalimentaire et on s'est rapproché petit à petit de Coach Shop sur d'autres solutions d'abord et où ce partenariat qui s'était fondé qualitativement s'est enrichi en venant prendre sa place dans notre parcours de développement des talents féminins de Sodial. Voilà. Super, merci beaucoup Florence pour cette présentation. Donc à nouveau, bienvenue à toutes les deux et surtout merci de prendre le temps de venir témoigner, de nous partager et on va le faire de manière très honnête, transparente sur là où on en est de ces partenariats et c'est important pour nous, c'est un des sujets moi qui me passionne le plus chez CoachHub et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on avait vraiment envie de vous partager ce qui nous semble être les facteurs clés de succès de démarches de programmes de leadership féminin. Je fais un tout petit point son. Je vois qu'on a une ou deux personnes qui ont des petits soucis de son. Aurélien, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on est d'accord que les autres nous entendent déjà avant qu'on poursuive? Est-ce que Alors, sur le chat, vous pouvez nous mettre des petits messages? Est-ce que vous pouvez confirmer que le son fonctionne bien pour la Oui. plupart des... Très bien. Oui, nous vous entendons. Super, oui, Ok, super. super. Alors dans ce cas-là, oui, si jamais le son ne fonctionne pas pour vous, je vous recommande de regarder dans vos réglages système pour vérifier que la page a bien accès au son de votre ordinateur, parce que parfois, quand vous ouvrez un nouvel onglet d'un outil que votre ordinateur ne connaît pas, il bloque automatiquement le son et le micro. Donc, je vous invite à regarder ça dans vos réglages système ou à changer de navigateur, comme je vous disais en début de webinaire. Merci Lorraine pour ce point. Super. Merci et merci à toutes celles et ceux qui ont confirmé. Voilà, on se sent moins seul et on se dit que c'est bon quand même. La plupart nous entendent, donc ça va. Alors, voilà, peut-être on va commencer juste pour ceux qui ne nous connaissent pas du tout par vous donner quelques mots sur CoachHub. CoachHub, c'est du coup et peut-être on peut passer à la slide suivante, Aurélien. Merci beaucoup. La précédente, du coup. Merci. Donc CoachHub, c'est une entreprise dont la mission est de démocratiser l'accès au coaching pour tous, à tous les niveaux de carrière et dans le monde entier. Et vraiment, nous, notre constat, c'est que le coaching ne devrait pas être réservé au top management. Si justement les top managers ont été coachés pendant si longtemps, c'est sans doute que c'est une approche impactante. Et donc nous, notre souhait, c'est vraiment de réussir à le démocratiser en se disant que voilà, tout le monde peut avoir cet accès, peut avoir accès à cette modalité de développement qui est extrêmement impactante. Et la façon dont on peut le délivrer, effectivement, la façon dont nous on le délivre, c'est grâce au coaching digital. Donc ça veut dire que c'est du coaching à la fois à distance et dont l'expérience du coaché est catalysée par l'utilisation d'une plateforme numérique qui va venir enrichir le parcours des coachés. Et nous, en fait, soit on intervient plutôt en individuel avec nos clients qui nous disent on a des besoins sur différents sujets spécifiques suite au People Review par exemple, soit on peut effectivement s'insérer dans le cadre de programmes, des programmes qui vont être centrés soit 100% sur le coaching, soit plutôt imbriqués avec d'autres modalités comme de la formation et autres, et on verra justement comment le faire de manière la plus pertinente possible. Et dernière chose que je voulais vous partager sur CoachHub, c'est vraiment nous notre souhait d'accompagner à grande échelle des programmes. Voilà, donc je m'arrête sur les présentations, mais c'était quand même pour que vous puissiez nous découvrir. Et on va rentrer tout de suite justement sur ces programmes centrés sur le leadership féminin, là où on peut intervenir sur les talents, l'accompagnement des transformations, la carrière et la mobilité bien sûr, toutes les thématiques aussi autour de la transformation managériale.
Et il y a un grand pan qui est autour de la diversité et l'inclusion. Et au sein de ce dernier grand pan, eh bien, on a des programmes centrés sur le leadership féminin. Et vous notez que je dis bien leadership féminin et pas leadership au féminin. On a cette conviction que il n'y a pas un leadership spécifique pour les hommes ou pour les femmes. Donc là, vraiment, dans le terme aussi qu'on utilise de leadership féminin, c'est-à-dire des programmes qui sont à destination de populations féminines. Féminine, pardon, du coup. Et donc, on va commencer par la présentation en quelques mots des programmes qu'on a construits ensemble avec donc MBDA et Sodial. Et Fabienne, du coup, je vous passe la main pour le programme Passerelle. Oui, donc nous avons construit le programme Passerelle avec CoachHub, qui a su effectivement écouter notre demande et proposer un programme personnalisé. Donc l'objectif, c'était de pouvoir démocratiser le coaching, d'avoir un nouvel outil de développement RH et également de proposer un programme qui soit adapté à nos leaders féminins ou qui puisse préparer effectivement nos futurs leaders féminins. Donc, nous avons monté ce programme qui a été lancé au mois de juin dernier pour une durée de 6 mois et nous avons réuni 25 participantes. Alors, ce qui était intéressant, c'est qu'on avait au départ voulu monter un pilote de 10 participantes et on a eu tellement de noms proposés et remontés par notre communauté RH que nous avons doublé la capacité du programme. Super nouvelle. Merci Fabienne, merci pour ces premières présentations. Là, l'idée, c'est qu'on fasse une présentation un peu globale des programmes et évidemment, après, on va aller creuser tous les facteurs clés de succès. Donc, merci pour ça Fabienne. Florence, du coup, je te passe la main sur le programme Les Talentueuses. Alors effectivement, nous, notre programme s'appelle Les Talentueuses avec ce magnifique jeu de mots où on a travaillé tous ensemble, même sur le nom. On a travaillé en interne et avec CoachHub parce que ça fait partie des créativités qu'on aime partager avec vous aussi. Sur le fond, en fait, de ce parcours. Surtout, c'est un parcours qui est sur du co-développement. C'est quelque chose une chose à laquelle on tient énormément en fait, où on pense que ce coaching collectif a une puissance qui est toute particulière et qu'on voulait mettre à disposition justement de nos talents féminins au sein du groupe. Donc on a une première promotion qui a démarré en juin 2022, qui vient tout juste de se finir. Les personnes à qui on a proposé de rejoindre cette première promotion, en fait, on les a identifiées grâce à nos People Review. Donc, c'est des personnes sur lesquelles leur niveau de performance, leur potentiel d'évolution, donc leur leadership et puis leur talent a été identifié et on leur a proposé, grâce à ce programme de 6 mois, en étant avec les coachs qui ont été identifiés et sélectionnés par rapport à cette dynamique du leadership féminin, ont été accompagnés et se sont développés entre elles. Notre enjeu, c'est aussi de créer un réseau et de se dire qu'on a une dynamique de promotion. Donc, ça va continuer au moins encore pour 3 ans, puisque ça, c'est l'engagement qu'on a pris avec notre COMEX. Ça, on en parlera sûrement plus en détail tout à l'heure. Mais c'était important pour nous d'avoir une démarche pérenne dans le temps et qui s'appuie sur nos autres process d'identification des talents du groupe. Super, merci beaucoup pour ça, Florence. Et je vais faire juste un petit focus sur, tu as évoqué le co-développement professionnel. Donc peut-être pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas au sein du public aujourd'hui présent, le co-développement professionnel, c'est une approche qui a été inventée par 2 Canadiens qui s'appellent Champagne et Payette. Ça ne s'invente pas, ce sont vraiment leurs noms. Et vraiment, eux, leur souhait, c'était de travailler sur le partage de bonnes pratiques. Et donc, ils ont créé une méthodologie où on a des groupes de pairs. Et le mot pair est important. L'idée, c'est qu'il n'y ait vraiment aucun lien hiérarchique pour vraiment confirmer aussi cette notion de confiance au sein du groupe et l'installer. Et après, donc cette méthodologie est assez précise. On a une personne qui va amener une situation, une problématique qu'elle rencontre et devient donc le client de séance et les autres, du coup, se posent comme consultants. Et au fil de la méthodologie, à travers plein de questions d'exploration, on se met d'accord aussi sur vraiment la problématique précise à travailler. Et ensuite, chacun et chacune va pouvoir proposer des pistes d'action, des solutions concrètes. Et à la fin, le ou la cliente de séance va pouvoir dire, bah oui, voilà, par rapport à mon contexte actuel, voici les idées qui seront pertinentes dans mon contexte. Et donc, c'est une approche qui est hyper orientée solution. On ressort de là, on est boosté et on peut repartir avec plein d'idées à mettre en place.
Donc voilà, ça c'était le petit focus sur le co-développement. En tout cas, là, du coup, comme vous le voyez, c'est un peu ce que je vous disais plus haut. On a donc un programme avec MBDA qui est vraiment centré sur du coaching à 100%, et puis une approche avec différentes modalités, comme l'a présenté Sodial. Donc ça, c'est peut-être la première chose, c'est que finalement, il n'y a pas, on n'a pas une recette miracle pour les programmes de leadership féminin, mais que vraiment, le but, c'est de toujours le travailler évidemment en lien avec la stratégie du groupe par rapport à ces sujets-là, et derrière, en fonction des modalités qui vont être les plus adaptées selon les besoins des talents, etc. Oh là là, je vois déjà que je rentre dans les facteurs de succès, facteurs clés de succès. Avant de passer à ça, nous, ce qu'on voulait, c'est quand même vous repartager quelques chiffres quand même sur le leadership féminin. On va pas en lire trop non plus, mais c'était quand même important pour nous de revenir sur quelques chiffres clés. Et le premier, vous le voyez, 85% affirment que dans les entreprises, le leadership féminin est un enjeu d'actualité. Donc ça y est, voilà, les gens ont pris la mesure de l'importance de travailler sur ce sujet-là. Et pour autant, 40% seulement ont mis en place des dispositifs concrets pour accompagner le développement du leadership féminin, et seulement 27 mesurent l'évolution en fait avec des indicateurs chiffrés. Et nous, c'est vraiment souvent quelque chose qui revient. C'est cette notion de, ben voilà, moi j'ai besoin de convaincre en interne que c'est important de travailler là-dessus, mais pour ça, il faut aussi réussir à en montrer l'impact. Deux autres chiffres pour illustrer un peu ce qui se passe aujourd'hui autour du leadership féminin en France. 60% des femmes ont tendance à minimiser leurs réalisations, leur expérience professionnelle à cause du syndrome de l'imposteur, ce fameux syndrome dont on entend beaucoup parler et qui en fait justifie le fait, soi-disant, que c'est OK que les hommes n'attendent pas d'avoir toutes les compétences pour postuler à un certain poste, là où par exemple les femmes vont vraiment attendre de cocher 120% des cases avant de se dire ok, j'ose postuler à un poste à plus forte responsabilité. Donc ça, c'est un premier chiffre qui est quand même assez étonnant, enfin pas forcément étonnant, mais en tout cas effrayant, le mot est lâché. Et 45% des femmes se sentent seulement 45% des femmes se sentent suffisamment soutenues dans leur développement de carrière, vs 61% pour les hommes. Donc ça aussi, ça illustre quand même la nécessité de se dire, bah ok, qu'est-ce qu'on fait pour accompagner plus spécifiquement les femmes, parce que là, on a choisi ces chiffres-là, mais nous, ce qu'on rencontre auprès de tous nos clients, c'est avant tout des clients qui viennent nous voir en nous disant, bah, à la limite, au niveau d'entrée, on a à peu près 50-50 généralement, et encore, il y a certains métiers qui sont quand même parfois beaucoup plus genrés, donc même au niveau d'entrée, c'est pas évident d'avoir cette parité, mais évidemment, plus on monte dans les échelons, plus c'est compliqué d'obtenir une réelle parité hommes-femmes. Alors, il y a la loi qui a en France accéléré un peu les choses, notamment la loi Rixin, la loi Copé-Zimmermann, qui ont fait en sorte que on a de plus en plus de femmes, notamment dans les comités d'administration, etc. Et en même temps, on se rend compte qu'il y a un vrai besoin d'aller au-delà de la loi si on veut vraiment accompagner en profondeur les changements et avoir plus de parité au sein des entreprises. Donc, c'est pour ça que nous, on a centré le webinaire là-dessus, sur vraiment ce souhait de se dire concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Une fois que le constat est posé, qu'est-ce qu'on fait? On observe déjà qu'il y a différents freins, et ça va être la première partie de ce webinaire. Quels sont les principaux freins qui arrivent dès lors qu'on essaye de lancer des programmes de leadership féminin? Et pour ça, on va commencer par un petit sondage. Et le sondage est le suivant. Selon vous, quels sont les freins principaux au lancement de programmes centrés sur le leadership féminin? On est curieux d'avoir vos réponses. Donc, vous avez un onglet sondage. Vous allez voir, il y a le chat, le sondage, etc. Donc, si vous allez dans la rubrique sondage, vous allez voir apparaître la question. N'hésitez pas, si vous ne retrouvez pas chez vous les principaux freins que vous pouvez observer dans votre entreprise, à mettre autre. Et puis du coup, derrière, à nous mettre dans le chat quelles sont les raisons que vous rencontrez. On est bien intéressé de voir vos réponses. Alors, on vous laisse quelques secondes quand même pour avoir le temps de nous partager vos idées. Ok, on voit le nombre de votes augmenter. Pour l'instant, c'est surtout la première raison évoquée, qui est donc pourquoi un programme centré que sur les femmes. Et le deuxième qui apparaît, c'est manque de sponsorship en interne. Ok. Ok. On va laisser encore quelques secondes.
pour que chacun ait le temps de se positionner. Ok, peut-être qu'on peut afficher les résultats si tu veux bien, Aurélien, s'il te plaît. Les résultats ne sont pas affichés. Normalement, vous devez les voir à l'écran, mais Alors normalement, vous les voyez dans la rubrique sondage. Merci pour la ok. précision, Aurélien. Je ne savais pas si les intervenants voyaient la même chose Normalement, que les normalement vous le participants. voyez, oui. Ok, Normalement, c'est effectivement. bon. Mhm. Je t'en prie. Vas-y, je t'en prie. Ouais, et donc effectivement, là, les votes se stabilisent un petit peu et on voit que la première raison évoquée et visiblement que vous ressentez dans vos entreprises, c'est vraiment de se demander pourquoi on ferait des programmes qui sont centrés que sur les femmes et du coup, qui quelque part, souvent, la raison sous-jacente, c'est qui exclut les hommes, en fait. Et donc ça, on voit qu'il y a 27 votes pour ça. Ensuite, la deuxième raison, c'est le manque de sponsorship en interne. Et c'est vrai que c'est important de s'assurer que on a des personnes haut placées quand même dans l'organisation qui portent ces messages, qui montrent que c'est un sujet prioritaire pour l'organisation. Ensuite, on a le budget non prioritaire. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais voilà, que, en tout cas, par rapport à toutes les priorités évoquées dans les feuilles de route, notamment les feuilles de route RH, malheureusement, c'est pas ce budget-là qui remonte en premier. Et puis, aussi, quand même, quelques votes, mais un peu moins, sur les difficultés à identifier les bonnes populations à cibler. Juste sur la notion de manque de sponsorship, merci à Corinne qui nous dit manque de sponsorship en interne, y compris pour les femmes d'ailleurs. Et c'est très juste, donc merci Corinne pour ça. Alors, on va aller creuser quels ont été les freins que vous, Fabienne et Florence, vous avez rencontrés chez MBDA et chez Sodial. Pour ça, peut-être une première question, effectivement, on peut y aller cette fois avec Florence, peut-être, chez Sodial. Quels sont, toi, les principaux freins que tu as rencontrés au moment où on a commencé à évoquer ce programme de leadership féminin? Alors, les principaux freins qu'on a pu rencontrer, c'est des choses qui sont très classiques, en fait, finalement, qu'on vient d'évoquer là, de se dire pourquoi aller centrer uniquement sur nos talents féminins, pourquoi se dire que c'est cette population-là plus qu'une autre, finalement, qui devrait être accompagné. Si on va jusqu'au bout des phrases qu'on a pu entendre, qui sont pas la majorité, mais qui ont existé, et je pense que c'est aussi important de faire l'état des lieux de ces retours qu'on reçoit pour pouvoir bien les accompagner derrière. On a pu aussi entendre parfois le fait qu'on allait créer un problème là où il y en avait pas, en se disant que finalement non, tout fonctionnait bien, qu'il n'y avait pas de frein à l'évolution au sein de notre organisation et que venir le cibler créait ce problème. On voit après clairement dans nos données chiffrées sur lesquelles on s'est appuyé que si, il y a une situation que oui, on a une situation qui n'est pas sur une parité, même si c'est pas exactement le terme que nous on aime retenir, parce qu'on préfère plutôt parler de mixité dans dans cette politique, parce qu'aujourd'hui dans notre groupe on a 70% d'hommes et 30% de femmes. Après, d'une filière métier à l'autre, ça va pas être exactement les mêmes les mêmes répartitions, et on a des filières qui vont être très genrées masculines, comme tout ce qui est production, supply chain, technique, et puis inversement, on en a qui sont très genrées féminines, comme la qualité, comme le marketing. Et donc, c'est aussi pour ça, en fait, que nous, on veut parler de mixité, parce que on veut aussi dégenrer ces filières qui sont plus masculines enfin, plus féminines, pardon, et faire arriver des hommes. Et notre démarche, elle est vraiment de se dire qu'on veut cet équilibre entre les deux dans chacune de nos filières métiers. Alors aujourd'hui, je sais qu'on parle plus du leadership féminin, mais dans notre démarche et pour répondre à ces freins, c'est aussi important pour nous de se dire qu'on travaille bien sur l'équilibre des deux genres et de la présence des femmes, par contre, dans nos instances de décision, quel que soit leur niveau dans l'organisation, pas uniquement au niveau du top management. Super. Je réponds déjà un peu à ta Absolument. question. Merci beaucoup, Florence. J'entends donc voilà, la première chose, c'est vraiment de se dire mais pourquoi est-ce qu'on crée un problème là où il n'y en a pas? Et puis le deuxième, c'est quand même c'est presque la philosophie derrière, vraiment autour de, on parle plutôt de mixité parce qu'en fait les chiffres montrent une réalité disparate selon les entités. Et donc ça, c'est aussi un point super important. Donc merci pour ça, Florence. Et voilà, j'entends aussi que chez Sodial, il y avait une vraie stratégie en fait construite autour de la mixité. Et ça, c'est un point aussi important.
En complément, peut-être dire que par rapport au contexte légal que tu évoquais tout à l'heure, en fait, nous, de par notre structure, on n'est pas concerné par l'obligation de ces deux lois. La loi Copé-Zimmermann, elle s'applique pas en fait à notre coopérative de par notre structure. Et donc, le fait qu'on aille sur cette thématique-là, de la mixité, du leadership féminin, il y a une réelle volonté. Et donc ça, c'était aussi important de se dire que on est dans une volonté d'y aller et pas en réponse à un contexte légal. Et on le verra après dans les facteurs clés de succès, mais ça montre qu'il y a un vrai choix et c'est réellement porté en fait pour pouvoir y aller. Et ça, c'est quand même une aide par rapport aux freins qu'on peut rencontrer très vite. C'est clair. Et donc une démarche, ouais, j'entends plus proactive. Donc super. Merci pour ça, Florence. Fabienne, de votre côté, quels ont été les principaux freins rencontrés? Je me retrouve tout à fait dans le discours de Florence, puisque je note aussi qu'on a à peu près la même répartition femmes dans l'entreprise. Donc, on recrute effectivement beaucoup dans les écoles d'ingénieurs. Et donc, finalement, il y a une sorte de normalisation qui s'installe, c'est-à-dire que lorsque on parle de lancer un programme sur le leadership féminin, on s'aperçoit que dans l'entreprise, il n'y a pas toujours de conscientisation du fait que les femmes peut-être ont du mal à accéder ou à lever la main ou se positionner sur des postes de manager par elles-mêmes, etc. Et on a beaucoup eu cette remarque en disant mais pourquoi un programme pour les femmes? Encore quelque chose en faveur des femmes, puisqu'effectivement nous avons aussi une politique de diversité et d'inclusion extrêmement engagée au niveau du groupe. Donc on a eu ces remarques-là. Donc pourquoi quelque chose encore sur les femmes? Nous avons eu la remarque également pour des managers de proximité, qu'est-ce qu'on va dire aux hommes? Eh bien, bonne nouvelle, après le pilote sur les femmes, on va déployer aussi pour les hommes. Donc, ça a été aussi un argument. Donc, je pense que ces freins-là, ils étaient également liés à une méconnaissance du sujet, peut-être, des biais inconscients sur effectivement la situation de mixité dans l'entreprise. D'autant que, contrairement effectivement à Florence, nous, on a insufflé le coaching digital par ce programme sur le leadership féminin. Donc, il fallait à la fois démocratiser le coaching digital et puis introduire cette notion de leadership féminin. Oui, absolument. Et Fabienne, merci pour ça parce que ça fait le lien finalement avec notre premier facteur clé de succès. Et là, on va vraiment essayer de passer en mode solution une fois qu'on a bien entendu ces freins et se demander finalement, voilà, qu'est-ce qui fait, quels sont les facteurs clés de succès pour avoir un parcours, un programme de leadership féminin impactant. Le premier, il est vraiment autour de poser le diagnostic. Et ce que j'ai entendu des deux côtés, à la fois chez MBDA et chez Sodial, c'est cette notion déjà de montrer les chiffres, de montrer que c'est une réalité dans l'entreprise en fait, et que c'est important de pouvoir le poser, le dire, et donc avoir aussi des chiffres qui reflètent la réalité à l'instant T, une réalité qui va d'ailleurs peut-être différer, et Florence l'a exprimé sur cette notion d'en fait il y a des entités, il y a beaucoup de femmes et on essaie de faire en sorte de trouver plus d'hommes. Donc voilà, c'est vraiment essayer d'avoir un niveau de détail qui est quand même vraiment un niveau de granularité très fort dans toutes les données qu'on peut concaténer autour de ce sujet. Et puis, voilà, sur cette notion de premier facteur clé de succès, ce qu'on voulait partager, c'est aussi la nécessité d'aller bien comprendre, en fait, quels sont les besoins et les attentes des femmes. Là-dessus, Fabienne, comment vous y êtes pris et justement, vous parliez de cette notion de choix du coaching. Pourquoi vous êtes tournée vers cette modalité-là? Alors, le coaching digital apportait une liberté et une sorte d'empowerment des coachés, parce que l'idée de se dire, on choisit soi-même son coach, on choisit son moment, on s'autorise à s'accorder du temps, effectivement, pour travailler ses forces et ses axes de progression, c'était important pour nous. Donc, vraiment, leur offrir un outil moderne de développement RH avec également une écoute neutre et une personne, effectivement, en l'occurrence le coach choisi, qui ne fait pas partie de l'entreprise. Donc, leur offrir cette aide externe pour effectivement ce programme. Ouais.
Ouais, j'entends vraiment cette notion de personnalisation et le besoin de se dire, et en fait, nous, c'est beaucoup ce qu'on observe, qu'on a en tête sur les programmes de leadership féminin certains grands sujets qui reviennent. Ça peut être la confiance en soi, évidemment, l'équilibre de vie pro-perso, mais en fait, il n'y a pas que ça. Et pour le coup, avec le coaching digital, on peut aussi derrière aller voir quelles sont les thématiques qui ont été travaillées en priorité par les femmes. Et quand je parle de thématiques, je fais d'ailleurs la distinction entre les forces sur lesquelles les femmes peuvent capitaliser. Et ça, c'est un point important, parce qu'on pense parfois coaching, tiens, il faut que je m'améliore là-dessus ou là-dessus. Oui. Et c'est aussi important de se dire, on capitalise aussi sur ce qu'on fait déjà bien. Et on valorise, et si on refait le lien avec ce qu'on a vu plus haut, on valorise les expériences, les compétences qu'on a déjà. Et là, voilà, effectivement, cette notion de personnalisation, elle va permettre, en fait, de faire en sorte de bien comprendre ce sur quoi les femmes ont besoin et envie de travailler. Ok, super. Donc, merci pour ça, Fabienne. Florence, d'autres choses à ajouter sur ce premier facteur clé de succès? Sur le fait d'aller poser le diagnostic et comprendre les besoins et les attentes. Alors non, je pense qu'on se retrouve bien sur ce que vient de dire Fabienne. Maintenant, c'est vrai que nous, on a fait encore une fois ce choix du collectif parce que on voulait avoir cette dimension de réseau qui se mette en place, parce que l'idée, c'est de permettre à ces talents féminins justement de se développer ensemble et de s'apporter des solutions concrètes ensemble. Peut-être simplement le préciser, en fait. Tu expliquais très bien tout à l'heure la force du co-développement et cet aspect-là. Et on a fait le choix, en fait, de centrer ces moments de coaching collectif sur l'apport de solutions concrètes et le partage de problématiques communes, mais de problématiques communes par rapport au métier, en fait, et par rapport à l'environnement dans lequel on évolue. C'est effectivement des groupes qui sont 100% féminins, mais le choix qu'on a fait, c'est de dire qu'on centrait d'abord, en fait, sur les problématiques métiers quotidiennes. Et si il y a besoin de pouvoir parler de problématiques liées au féminin dans son environnement professionnel, ces groupes 100% féminins offrent l'espace de discussion. Mais le thème qu'on a proposé de fond n'était pas nécessairement celui-là. On voulait permettre justement aux femmes de se saisir de ce thème-là et de l'amener si elles en éprouvaient le besoin. Et ça a été quelque chose qui était aussi une réponse par rapport à un des freins qu'on avait, de se dire pourquoi proposer des moments d'échange collectif à des femmes entre elles sur ce moment de travail de cette manière-là. De quoi vont-elles parler? En fait, elles vont parler simplement, et on est là pour ça, de leurs problématiques professionnelles. Et si cette dimension doit arriver, alors elle arrivera. Et on avait même dans nos participantes, on le verra tout à l'heure sans doute, mais des participantes qui étaient un peu dubitatives sur le fait d'être dans des groupes 100% féminins et qui n'en voyaient pas nécessairement l'utilité, et qui, à l'issue du parcours, ont pu nous donner un retour très positif et qu'on apprécie d'autant plus qu'elles étaient un peu dubitatives au départ. Donc, mais on est vraiment axé au départ sur le développement professionnel et de son environnement professionnel et du coup de son leadership. Absolument. Et merci Florence, parce que là, déjà, ce qu'on observe, voilà, peut-être le premier conseil à partager, c'est vraiment de dire, allez essayer de comprendre de quoi ont besoin vos femmes. Peut-être que dans certains cas, ça va être plutôt des approches collectives, dans d'autres, justement, d'avoir leur espace à elles pour travailler sur leur propre sujet. Peut-être qu'elles vont vous dire qu'elles veulent un espace où elles vont parler de leurs problématiques métiers, très, très professionnelles, d'autres où, en fait, elles ont plutôt envie de travailler sur leurs propres soft skills, etc. Et donc, c'est là, en fait, c'est ça ce qu'on essaye de partager comme message ici, c'est la nécessité d'aller questionner, d'aller comprendre en interne de votre côté concrètement quels sont les besoins pour du coup derrière pouvoir construire le programme qui sera le plus adapté. Ok, donc là, on a bien vu notre facteur clé de succès numéro 1 autour de la nécessité de poser le diagnostic, comprendre les besoins et les attentes des femmes en question. Le facteur clé de succès numéro 2, une fois que le diagnostic est bien posé, eh bien, celui qu'on vous propose en tout cas, c'est de bien choisir sa population, d'une part, donc parce que ça va être la clé du lancement derrière, mais ça s'arrête pas là. Une fois qu'on a choisi la population, encore faut-il comment savoir bien communiquer auprès d'elle. Et pour ça, du coup, je vais commencer peut-être par toi, Florence. Comment est-ce que tu as choisi la population ciblée pour le programme mis en place par Sodial, d'autant plus que vous avez ciblé plusieurs populations en plus chez vous? Alors, on va parler déjà sur les talentueuses. Effectivement, on s'est appuyé, on se le disait tout à l'heure, sur notre process de talent management.
où le point d'entrée, en fait, ça a été vraiment de s'appuyer sur cette identification de nos talents féminins au sein de l'organisation, sachant que c'est un process de talent management qui est fait de manière collective avec nos managers. Et donc, c'est pas une identification uniquement RH, en fait, et pas uniquement sur des critères RH. C'est vraiment co-construit sur la base de cet échange avec les managers. Derrière, ça a été de se dire que c'était aussi des personnes qui étaient dans nos plans de succession, sur nos emplois repères clés. Donc vraiment des gens sur lesquels voilà, l'entreprise voit un parcours professionnel qui peut se dessiner, des personnes qui ont envie de s'y projeter, parce que c'est toujours important de se rappeler que c'est ensemble, c'est pas que l'entreprise qui projette quelqu'un. Donc il y avait cette dimension-là qui était très importante. Après, on a proposé aussi aux personnes d'y entrer, c'est-à-dire que si on avait des personnes qui ne voulaient pas s'y associer, elles avaient la liberté de ne pas y entrer. Donc, sur les 20 personnes à qui on a proposé, pour être complètement transparente, on a une personne qui a dit qu'elle s'y reconnaissait pas nécessairement et qui était tout à fait libre de ne pas le faire. Pour le coup, c'était important que chacun puisse s'en saisir et faire ce qu'il souhaitait. Donc ça, c'est vraiment pour l'identification des personnes à qui on a proposé de rejoindre ce programme Les Talentueuses. Et on gardera ce mode de fonctionnement-là, de pouvoir le faire sur cette base de ce qui a été identifié avec les managers et sur la base du volontariat. Ok. L'autre partie de notre population, parce que tu as commencé à évoquer un petit peu ça dans ta question, en fait, c'est que par rapport à notre plan d'action, par rapport à notre politique, donc notre politique pour amener ce terme-là, chez nous, elle s'appelle SOMIX, donc de social et de mixité. En fait, elle est avec 5 grandes thématiques qui sont autour du développement, qui sont autour du recrutement pour aller dégenrer nos filières, autour de la sensibilisation et de la formation de nos managers. Donc, il peut y avoir de la sensibilisation par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure, hein, sur du sexisme ordinaire dont on n'a pas forcément conscience, aussi bien issu des hommes que des femmes, voilà, enfin voilà, parce qu'il peut aussi y avoir ça parfois dont on ne se rend pas compte. Et puis, nous, on avait le souhait de se dire, au bout d'un an de construction de cette politique, d'associer en fait nos managers du top management sur la construction de cette politique et de notre plan d'action. Donc, en parallèle de ce programme Les Talentueuses, on a fait un appel au volontariat au sein de notre top management, donc au sein des 80 managers du top management, savoir lesquels d'entre eux étaient OK pour pouvoir venir travailler avec nous. Et pour construire cette politique. Et là aussi, on a fait le choix de travailler avec vous, avec CoachHub, pour que ce soit pas les RH qui viennent piloter ces travails pour faire émerger ces plans d'action et ces idées. Et pour, on a toute confiance dans l'objectivité, évidemment, de ces groupes de travail, mais c'est d'autant plus facile de pouvoir aller critiquer ce qui est déjà en place quand c'est pas ceux qui l'ont monté qui animent le groupe de travail. Donc c'est aussi pour ça, pour pouvoir avoir un apport sur le fond également. Et on le voit, et je fais le lien avec ta question initiale, il y a des choses qui ont été mises en place, il y a des choses qui ont été proposées par ces groupes de travail. On partage là très prochainement, d'ici 2 semaines, avec eux le résultat de leur groupe qui viennent de se terminer. Ils nous proposent là 15 actions qu'on va prioriser avec eux. Mais on voit qu'il y a certaines des actions qu'ils nous proposent qui existent déjà dans notre politique, qui sont déjà mises en place. Et donc, nous, on prend ça aussi comme un vrai point sur la communication qui est faite, aussi bien en interne qu'en externe, de ce qui est mis en place, mais surtout en interne déjà, même si je sais qu'aujourd'hui, je suis avec vous, mais de faire savoir en interne à nos équipes, à nos managers, à nos talents féminins, qu'est-ce qui est en place, qu'est-ce qui est à leur disposition pour poursuivre ce développement, en fait. Tout à fait. Donc, il y a un vrai thème sur la communication. Ouais, et on va refaire un focus juste après sur la communication parce que c'est effectivement un point clé dans ces programmes. En tout cas, moi, ce que je retiens sur la partie identification des populations, c'est vraiment le souhait chez Sodial d'impliquer à la fois les managers et les RH, pas juste les RH. Et les managers de manière mixte, pardon, excuse-moi, j'ai oublié de préciser. Ouais, mais c'est un point hyper important, hyper important. Merci pour la précision. Ensuite, d'identifier des personnes qui sont ciblées dans les plans de succession. Et puis, il y a la notion de volontariat, en fait, qui est très forte dans ce que tu as évoqué, à la fois pour le programme Les Talentueuses, qui, je le rappelle, est centré vraiment sur les femmes, et à la fois dans cette démarche que vous avez mis en place avec le top management, qui là, pour le coup, est mixte, et où l'objet était effectivement de trouver des pistes d'action concrètes sur cette politique mixité. Et on reparlera du coup de la notion de communication. Peut-être en quelques mots, Fabienne, sur le choix des populations pour le programme Passerelle. Alors sur le choix des populations, donc nous avons volontairement élargi la cible. Donc nous n'étions pas uniquement sur des personnes considérées comme
talent ou effectivement au potentiel, parce qu'on voulait vraiment offrir au plus grand nombre la possibilité d'accéder à une offre de coaching et de vraiment le démocratiser. Donc voilà, on a été assez large dans les critères de sélection en indiquant effectivement aux managers et RRH de toutes les directions que nous souhaitions proposer ce programme à des personnes, à des femmes que l'on projetait sur des fonctions managériales à court ou moyen terme ou qui étaient déjà sur des fonctions managériales et que nous souhaitions renforcer dans ces fonctions-là. Donc voilà, on a été assez large sur la population et nous étions très curieux de voir les retours qui ont été effectivement plus nombreux qu'escomptés. Et nous étions vraiment dans une approche pilote pour effectivement tester la solution. Donc, ce qui a été important pour embarquer tout le monde et donner les informations suffisantes, c'était des conférences de lancement que nous avons faites avec les managers d'une part et avec les salariés d'autre part, ce qui était d'ailleurs très riche en enseignement puisqu'on pouvait voir les réactions des managers de managers et donc de ces salariés participantes avec effectivement côté manager pour certains toujours le questionnement de pourquoi un groupe de femmes auquel on a bien entendu répondu et puis côté femme une sorte de effectivement de syndrome de l'imposteur en disant mais pourquoi moi? Est-ce que j'ai vraiment le droit à ce beau programme? Et c'était extrêmement intéressant de le voir. On a souhaité effectivement rendre visible également ce programme dans nos communications managers, nos newsletters managers. Et on a terminé en beauté en le proposant sur un dossier d'innovation aux Innovation Awards sur lesquels on a eu le plaisir de recevoir une étoile d'innovation. Donc, donc effectivement, le pilote a été très bien accueilli. Ouais, merci Fabienne, parce que là, on a vraiment vu aussi les étapes clés de communication pour ce type de programme, c'est-à-dire en amont, bien impliquer les différentes parties prenantes. Et dans les différentes parties prenantes, il n'y a pas que les femmes, il y a aussi les managers, hommes et femmes d'ailleurs, et des personnes ciblées par le programme. Cette volonté aussi de communiquer au fur et à mesure dans les communications managers, mais aussi après, pour valoriser l'initiative en interne. Et le but, c'était surtout ça, hein, c'était de valoriser ça en interne. On a une super question de chez Erazad, d'avoir écorché votre nom. Si vous mettez en place ces actions sur les personnes déjà identifiées comme talents, n'est-ce pas contradictoire avec le fait de permettre à des femmes de justement devenir des talents? Là-dessus, moi, ce que je voudrais juste vous répondre, c'est que, en fait, c'est une super question parce qu'on est souvent confronté aux deux, c'est-à-dire qu'on a des clients qui viennent nous voir en nous disant, là, on a une grosse priorité sur nos talents et en priorité, on va travailler sur ce sujet-là. Et d'autres clients qui viennent nous voir en nous disant, en fait, nos talents aujourd'hui sont plutôt bien accompagnés, qu'ils soient hommes ou femmes. Et nous, le sujet, c'est surtout de créer le vivier pour demain et du coup, de justement accompagner plutôt des jeunes femmes en disant qu'on veut que le décrochage ne se fasse pas. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour assez tôt venir travailler sur des viviers de femmes qu'on va aider à accompagner et à monter en interne? Donc, les deux approches sont possibles. Donc, là, on n'est pas en train de dire que la recommandation, c'est de faire ça. On fait avec la réalité des témoignages qu'on a aujourd'hui. Mais effectivement, merci de le préciser parce que le choix des populations peut être différent. Et peut-être simplement en complément, se dire que en fait, talent veut pas dire qu'on est manager, talent veut pas dire qu'on est en haut de l'organisation hiérarchique. Et les personnes en fait auxquelles on a proposé ces groupes sont des personnes de tous les niveaux hiérarchiques. Et pour le coup, les groupes sont constitués en fonction du niveau hiérarchique dans lesquels les salariés se trouvent, pour leur permettre d'échanger sur les mêmes environnements de code relationnel et de modes de fonctionnement qu'on peut rencontrer chacun au fur et à mesure du moment où on en est dans le poste qu'on occupe. Donc l'idée, c'était pas de mélanger volontairement justement les gens qui étaient en haut de notre organisation avec les personnes qui sont en entrée, pour que ça ne devienne pas un programme de mentorat, ce qui fait sûrement partie des actions qu'on va avoir là très prochainement. Mais bien un moment de développement collectif. Et on a proposé à différents niveaux d'organisation. Et je l'évoquais tout à l'heure, l'idée, c'est qu'on ait plus de femmes dans toutes nos instances de décision, quel que soit leur niveau dans l'organisation. Parce que nos comités directeurs d'usine, en fait, sont des personnes cadres de nos niveaux d'entrée d'organisation.
Et au niveau du top management, là aussi, il faut qu'on ait plus de femmes. Mais notre enjeu, il est vraiment d'aller couvrir toutes ces instances de décision. Donc, talent ne veut pas dire qu'on est déjà tout en haut. On peut être talentueux, quel que soit son moment de carrière. Absolument. Et merci pour ça, Florence. C'est super qu'on le précise. Peut-être encore un mot, et après on va avancer parce que je suis consciente du temps et je voudrais qu'on ait le temps de voir tous les facteurs clés de succès. Mais sur le fait que c'est aussi vraiment important d'impliquer des sponsors en interne, vraiment, faut le dire, hein, mais quand même vraiment haut placés dans l'organisation ou en tout cas qui ont une voix et dont la voix porte en interne pour justement montrer l'importance et le sens aussi qui sont mis dans ces programmes de leadership féminin. On va passer au facteur clé de succès numéro 3, autour de la possibilité d'adopter des approches multimodales. Et vraiment, là, l'idée, c'est de comprendre à chaque fois les bénéfices des différentes approches et comment bien les imbriquer entre elles. Alors, Florence, tu nous as déjà partagé le fait qu'effectivement, il y a eu de votre côté du co-développement professionnel auprès des femmes. Il y a eu aussi le choix de faire des ateliers d'intelligence collective, plutôt sur les top managers pour hommes et femmes, pour qu'ils s'impliquent dans la démarche, aussi un peu de coaching individuel, hein, si je me trompe pas, Florence, qui peut être proposé. Est-ce que, voilà, en un ou deux mots, tu peux juste me dire qu'est-ce qui fait que vous avez choisi ces différentes approches et comment elles se sont imbriquées? Encore une fois, c'est parce que il nous semble hyper important d'avoir des managers qui sont engagés et rien ne fonctionnera mieux que leur engagement à eux auprès de leurs équipes. Et puis en se disant aussi qu'on a différentes BU qui ont différentes cultures chez nous, entre leur maturité managériale aussi, entre les maturités des différentes cultures de ces BU. On ne peut pas avoir les mêmes actions partout. Donc, c'était important d'avoir ces managers de l'ensemble des BU qui soient avec nous pour co-construire cette politique. Et sur le côté collectif, c'est quelque chose qu'on a testé régulièrement sur différents programmes qu'on peut mettre en place, que ce soit pour nos futurs directeurs d'usine, pour lesquels on a un très beau parcours de formation avec un diplôme universitaire à la clé pour ce poste de directeur d'usine qui est hyper important chez nous. Et on a commencé par apporter ce côté de réseau, de promotion au sein de nos alumni de ce programme qui s'appelle Trajectoire pour nos futurs directeurs d'usine. Et petit à petit, voyant justement toute cette émulation qui se mettait en place, on a voulu aller le porter et utiliser cette même dynamique sur notre réseau féminin. Maintenant, Coach Up, ça nous a permis, c'est ce que disait très bien Fabienne tout à l'heure, d'aller démocratiser le coaching. On a pu le faire dans l'ensemble de nos 70 sites industriels qu'on a en France. Et donc ça, c'était important de se dire que ça nous permettait d'aller couvrir des zones sur lesquelles soit l'offre de coaching en présentiel n'est pas présente, soit aussi le proposer à une partie de notre population qui aujourd'hui n'était pas des personnes qu'on ciblait sur du coaching, pour être très franche aussi, pour des histoires de budget. Et le fait de le faire en digital, lever ces différents freins. C'est-à-dire que on pouvait aller dans des territoires où on n'avait pas de coaching, on pouvait le proposer à des personnes de manière beaucoup plus large, et ça c'était important pour nous. Et puis sur le côté collectif, cette plateforme en ligne, elle nous permet aussi d'avoir des gens qui sont très éloignés géographiquement les uns les autres et qui peuvent avoir ce moment de travail collectif grâce à votre plateforme. Donc il y avait ça, et toujours en rebond, de dire que s'il y a un besoin d'aller sur l'individuel, on poursuit un cran plus loin par un coaching dédié à la personne. Exactement, et toujours vraiment cette notion aussi de personnaliser les approches avec du collectif et de l'individuel. Fabienne, dans le programme Passerelle, on était plus sur un programme de coaching individuel. Donc très concrètement, les femmes qui ont rejoint le programme ont eu accès à 6 mois de coaching avec leur coach dédié. En revanche, on a mis en place au milieu du coaching une session d'échange entre les coachés, d'une part, et puis vous, Fabienne, vous avez eu aussi la volonté de faire en sorte qu'elles se rencontrent, ces femmes, à différents moments, avec des cafés, avec une session de clôture. Qu'est-ce qui est ressorti, peut-être en un ou deux mots, je commence à être très consciente du temps, de ces sessions d'échange entre coachés? Il est ressorti des moments d'échange extrêmement riches parce que effectivement pour certaines, elles peuvent être en situation d'être la seule femme de l'équipe ou
femmes managers ayant des équipes d'hommes, et on a senti vraiment un plaisir de communiquer sur donc leur expérience de coaching, de partager effectivement des conseils entre femmes. Et donc, ce qui est ressorti de la séance intermédiaire qui avait été animée par Coach Hub, ce sont des éléments extrêmement pertinents et qui nous ont convaincus de poursuivre la démarche. On a eu des verbatim très forts tels que j'ai pris conscience de ma valeur, j'ai pris confiance en moi. Donc, sur des personnes pour qui il n'y avait absolument pas de doute sur la compétence, on s'apercevait qu'il y avait une sorte quand même de doute ou de manque de confiance en soi sur lequel Coach Hub, en quelques semaines des premières séances, a pu avoir un impact mesurable très concrètement. Donc voilà, ces moments d'échange, ils ont permis de mettre à jour cela, de s'apercevoir aussi que les coachés avaient des manières de procéder et des choix très différents. Donc sur les 25 participantes, il n'y en a pas une qui a choisi le même coach, ce qui est quand même incroyable. Certaines ont fait 22 séances, d'autres en ont fait que 10. Et au final, ce qui ressort, c'est que elles en ont bénéficié à la fois professionnellement et aussi sur leur bien-être personnel. Et l'aspect de personnalisation et la possibilité de pouvoir échanger et de construire son réseau ont été extrêmement porteurs. Super. Merci pour ça, Fabienne. Et du coup, peut-être en dernier point sur ce facteur clé de succès numéro 3, là, on a vos exemples. La réalité aussi chez d'autres clients, c'est qu'on peut avoir des approches de formation. On a des clients qui disent, nous, on forme nos femmes, par exemple, sur les biais inconscients. Il peut y avoir des temps de networking où les uns et les autres se rencontrent, des temps aussi inspirationnels où, en interne, ils font venir des rôles modèles. Vous l'avez fait d'ailleurs aussi, Fabienne, en session de clôture. Donc voilà, sachez qu'en fait, les approches, elles sont différentes. En revanche, ce qui est très important, c'est toujours de, donner le sens et puis garder bien le fil rouge et que les approches s'imbriquent sûrement bien. Facteur clé de succès numéro 4, on avance et on va pouvoir aller un peu plus vite sur celui-ci parce qu'en fait, on l'a évoqué au fil du webinaire de différentes façons. C'est la nécessité d'impliquer les hommes dans la démarche. Certes, là jusqu'ici, vous l'avez vu, ce sont principalement des programmes qui sont centrés sur les femmes, les talents féminins, avec cette acceptation large du terme de talent, effectivement. Mais pour autant, c'est important que les hommes ne se sentent pas exclus. D'une part, parce qu'on a besoin que les hommes soient aussi des alliés dans cette démarche et même au-delà des alliés, soient proactifs aussi là-dedans. Donc concrètement, ce qu'on a déjà évoqué pendant ce webinaire, c'est la nécessité de trouver des sponsors haut placés qui sont capables de porter ces démarches-là et pas forcément aller chercher que des femmes pour faire ça. C'est super que des hommes puissent prendre aussi la parole sur le sujet. On a évoqué la notion de impliquer les managers aussi au sein de la démarche, leur montrer qu'ils ont un rôle à jouer pour développer les talents féminins au sein de leurs équipes et leur donner un espace pour qu'ils puissent poser peut-être parfois les craintes qu'il y a aussi par rapport à ça. Florence a évoqué toute la notion aussi d'approche collective où les hommes peuvent contribuer et proposer leurs idées, dont certaines existent déjà et sur lesquelles du coup on peut recommuniquer. Et puis une autre approche, ça a été moins le cas dans les programmes là en l'occurrence qu'on a fait ensemble, mais nous sur lesquels on intervient aussi beaucoup chez Coach Hub et qui est vraiment intéressante, c'est cette notion de management inclusif et vraiment de dire que finalement plus largement au-delà du leadership féminin, il y a cette notion de finalement comment est-ce qu'on aide les managers, qu'ils soient hommes ou femmes, à prendre ce rôle de développeur des compétences, à réussir à valoriser les talents des uns et des autres au sein de l'équipe et tout ce que cette notion d'inclusion recouvre. Et dans ces cas-là, on peut imaginer aussi des programmes de coaching individuel de 3 mois, vraiment centrés sur cette notion-là. On fait un kick-off au départ avec des promotions de managers où on vient leur expliquer comment ça s'inscrit dans la stratégie du groupe. Et puis derrière, on leur propose cet espace où ils vont vraiment pouvoir travailler que sur des thématiques liées autour du thème de l'inclusion. Voilà pour le facteur de succès numéro 4. Et comme ça, on se laisse du temps pour le numéro 5 qui est super important autour de la mesure des parcours, de l'impact des programmes.
Donc peut-être dans le chat, vous pouvez nous dire si, voilà, selon vous, à quoi est-ce qu'on peut mesurer l'impact. N'hésitez pas, on est toujours friands d'avoir vos réponses. Donc selon vous, à quoi peut-on voir la réussite d'un programme de leadership féminin? Et puis pendant que vous nous répondez dans le chat, on va venir voir comment vous l'avez mesuré chez Sodial et chez MBDA. Et effectivement, sur la slide suivante, Aurélien, si tu veux bien, on va commencer à regarder un petit peu les résultats. MBDA, du coup, Fabienne, je vous passe la main pour Oui. nous raconter un peu. Oui, donc chez MBDA, donc pour souvenir, hein, nous étions sur une démarche de pilote, donc qui était absolument capitale pour nous, et on a eu le grand plaisir de découvrir le taux de satisfaction des coachés qui est de 4,9 sur 5, donc voilà, avec 100% de satisfaction hein, sur l'aspect de respect mutuel avec le coach. Voilà, 98% ont pensé que le coaching les aidait à parvenir au changement souhaité et 94% nous sommes d'accord au sujet des éléments sur lesquels je dois travailler. Donc voilà, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Sur les principaux apprentissages, donc sur les verbatims qui sont ressortis à la fois sur les séances intermédiaires et lors de la clôture. Donc voilà, j'ai compris que je devais arrêter de me remettre en question, ce que je fais bien. Donc ce syndrome hein, qui peut pousser à se remettre constamment en question, finalement certaines ont compris que ce n'était pas nécessaire pour mieux fonctionner. Donc grâce au coaching, je me rends compte que j'ai les solutions et le coaching m'aide à les trouver. Donc l'estime de soi est en moi et non au travers des autres. Et voilà, m'observer lorsque je suis dans le rouge et me remettre en phase avec ma personnalité profonde. Ce qui est ressorti qualitatif, hein. Oui, très qualitatif et un très fort bien-être. On les a, lors de la clôture, on les a trouvés extrêmement sereines, confiantes et satisfaites du programme, bien entendu. Super. Merci pour ça, Fabienne. Effectivement, et là peut-être un message aussi à faire passer, et c'est super parce que c'est en lien avec tout ce qui se passe dans le chat en parallèle. C'est la notion aussi de co-responsabilité, c'est-à-dire que là, nous, ce programme, grâce au coaching digital, on va pouvoir récolter plein de données et vous envoyer certaines ici autour de la satisfaction liée à ce programme-là, qu'il soit quantitatif avec des données quantitatives et qualitatives. Mais on voit aussi dans le chat qu'il y a plein de choses, et merci pour toutes vos réponses sur le taux de mobilité des bénéficiaires, le taux de candidature pour des promotions internes, combien de femmes concrètement ont été promues suite à ces projets, à ces parcours, pardon. Donc vraiment cette notion aussi de dire, nous on a aussi besoin de vous côté client pour réussir à regarder les chiffres en amont et en aval de ce type de programme pour vraiment essayer de voir quel est l'impact de ces projets. Et en toute humilité, ce ne sera pas que 100% lié au coaching, il y a sûrement d'autres démarches qui seront mises en interne, en place, mais pour autant, c'est vraiment important qu'on puisse suivre ça pour que vous, en tant que RH, manager, etc., vous puissiez montrer l'impact de ces programmes et que enfin les chiffres commencent à remonter de manière plus égale. Ensuite, il y a aussi un autre point qui est autour du NPS. Donc, vous l'avez dit, hein, Fabienne, les femmes se sentaient plus épanouies, etc. Le NPS ou le taux d'engagement des participantes au sein de l'entreprise, ça peut être aussi un indicateur intéressant. Peut-être en une petite minute, et désolée de te contraindre sur le timing, mais Florence, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur cette notion d'impact du programme ? L'impact du programme, on va le retrouver sur les mêmes notions que ce que vient d'évoquer Fabienne. Alors, je vais pas rentrer autant dans le détail de toutes les notions qui leur ont redonné cette confiance, parce qu'on n'est pas forcément allé en chiffres là-dessus. On est allé plutôt dans l'échange avec elles qualitativement, aller le chercher. Pour deux chiffres, on a un taux de satisfaction de 88% pour les femmes qui ont participé au parcours. Notre tout premier pilote de directrice d'usine, là, on était sur du 100%. Et le taux de recommandation, il est à 100%. Sur nos managers, là, c'est pas en pourcentage, c'est en note. On est avec un niveau de satisfaction des managers qui sont engagés dans les groupes qui est à 8 sur 10. Donc, on voit que c'est des choses qui sont très positives et on voit que finalement, il y a une vraie réponse à des attentes qui étaient assez peu exprimées, surtout avant qu'on mette tout ça en place. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Mais surtout, en bénéfice aussi
secondaires et qui vont être très importants pour qu'on poursuive. Ça nous a donné des salariés qui se portent aujourd'hui volontaires pour aller faire du mentorat, pour aller dans des nouvelles actions et pour aller poursuivre en fait sous d'autres formes, que ce soit du mentorat en interne ou en externe, parce qu'il faut l'avoir en interne, mais aussi, et là c'est un impact qu'il faut aller chercher, de se dire que dans nos écoles, dans nos relations écoles, voilà, on a des salariés qui vont être ces rôles modèles pour des jeunes femmes dans leurs Oui. études, et de voir que ce gain de confiance qu'elles font à travers ces moments de travail collectif leur permet de se sentir légitimes pour accompagner aussi à l'externe des jeunes femmes qui prennent le début de leur parcours professionnel. Je trouve que c'est aussi un très beau retour en fait du gain de confiance qui est pris par ces talents féminins de notre groupe. Super. Et merci Florence, parce que voilà, j'entends dans ce que tu dis, à la fois ça impulse une dynamique et à la fois ça va avoir des conséquences derrière, des effets de bord vraiment positifs sur différentes activités et à différents niveaux de leur carrière. Donc c'est effectivement très positif. On arrive à la fin de notre webinaire.